Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Les sanctions sont tombées pour les 5 joueurs de l'équipe de France qui passaient en commission de discipline. La plus forte est pour Nicolas Anelka, suspendu pour 18 matchs. Les réactions dans ce journal. Combien pour les fournitures scolaires de la rentrée? Les associations familiales affirment que le coût sera à peu près stable cette année. Nous avons voulu vérifier les chiffres de notre chariot dans un instant. Un rapport préconise de réduire les incitations fiscales pour les épargnants. L'assurance vie notamment serait dans la ligne de mire. Quels seront donc les bons supports de placement pour la rentrée? C'est ce que nous verrons. La Chine, officiellement devenue la deuxième puissance économique mondiale, devant le Japon et derrière les États-Unis. Mais à quel prix? Futur maître du monde ou géant de papier, nous poserons la question. Nous reviendrons aussi sur ces photos souvenirs d'un goût douteux, photos publiées sur Facebook par une soldate israélienne, tous sourire devant des prisonniers palestiniens avec cette légende: l'armée, la meilleure période de ma vie. Enfin, pour terminer, nous nous arrêterons sur un phénomène qui attire de plus en plus de monde, la flash mob, ou comment mobiliser par internet des centaines d'apprentis danseurs pour une chorégraphie éphémère. Notre enquête à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence avec les pilotes du fiasco des Bleus en Afrique du Sud. L'histoire s'est achevée tout à l'heure par un après-midi pluvieux dans les locaux parisiens de la Fédération française de football. 5 joueurs, vous le savez, comparaissaient devant la commission de discipline pour leur rôle supposé dans la fronde anti-Domenech. 3 d'entre eux avaient fait le déplacement. Reportage Audrey Richier, Arnaud Jacques. En toute discrétion, Patrice Evra, Jérémy Toulalan et Eric Abidal quittent le siège de la Fédération française de football. Il est à peine 14 h. Les joueurs ne connaissent pas encore le sort que leur a réservé la commission de discipline. 2 heures plus tard, le verdict tombe. Nicolas Anelka est le plus sévèrement puni pour les insultes qu'il a proférées à l'égard de Raymond Domenech. 18 matchs de suspension en équipe de France, une sanction qui pourrait sonner la fin de sa carrière en bleu, son retour ne pouvant s'opérer que pour l'Euro 2012. Patrice Evra, le capitaine des Bleus en Afrique du Sud, très actif pendant la grève de l'entraînement, écope lui de 5 matchs de suspension. Il pourrait donc retrouver l'équipe de France en février 2011, lors du match France-Brésil. Autre joueur considéré comme l'un des leaders de la fronde, Franck Ribéry. Absent aujourd'hui à Paris mais représenté par son avocat, il écope de 3 matchs de suspension et sera de retour en octobre pour France-Luxembourg. Dernier joueur suspendu pour un match seulement, Jérémy Toulalan. Impliqué dans la rédaction du communiqué des joueurs grévistes, il sera opérationnel dès le mois de septembre en Bosnie. Quant à Eric Abidal, entendu pour avoir refusé de jouer face à l'Afrique du Sud, il a été blanchi. Parce qu'il n'y avait rien de, disons, de répréhensible en fonction des éléments que nous avions. Voilà. Le conseil de discipline a entendu 4 témoins présents en Afrique du Sud, dont Raymond Domenech et Jean-Pierre Escalette. Aujourd'hui, son verdict est plutôt contesté dans le monde du football. Ce conseil d'administration a voulu, dans une dernière vengeance, faire passer 5 joueurs presque au hasard, les faire passer devant le conseil de discipline. Je trouve ça complètement anormal. C'est un acte politique et qui n'avait pas lieu d'être. On considère que seulement les joueurs sont responsables. Or, il est clair que si les joueurs sont arrivés à cette extrémité, c'est bien que c'était, j'emploie un mot, le bordel dans l'équipe de France, dans l'entourage. La fin du feuilleton sud-africain n'est peut-être pas pour aujourd'hui. Les 4 joueurs suspendus peuvent encore faire appel de la décision. Et en direct de la Fédération française de football, on retrouve Julien Benedetto. Julien, est-ce que vous en savez plus sur l'ambiance à l'intérieur de cette commission de discipline? On pense notamment à la confrontation avec Raymond Domenech, présent comme témoin. Ce qui est sûr, c'est qu'on était très loin du pugilat annoncé. Les échanges ont été très courtois au cours de cette confrontation. Raymond Domenech fait face à ses anciens joueurs. Evra, Toulalan, Abidal, aucun éclat de voix des deux côtés et pour cause. Les grévistes font profil bas. Ils étaient encore très marqués, nous a raconté un des membres de la commission de discipline. Déclaration d'Eric Abidal au cours des débats. Je regrette profondément l'image que j'ai donnée de moi et de la France. Quant à Nicolas Anelka, eh bien, il a aggravé son cas en étant ni présent ni représenté. Un dernier mot sur Raymond Domenech, vous l'avez dit, il était entendu comme témoin. Il ne risquait donc aujourd'hui aucune sanction, mais la fédération devrait entamer contre lui dans les prochaines semaines une procédure de licenciement. Merci Julien. Alors on va revenir maintenant sur Nicolas Anelka, l'enfant terrible du football français. Tout le monde pensait que l'étoile de Chelsea allait illuminer le jeu des Bleus pour cette Coupe du Monde, mais son histoire avec l'équipe de France fut celle d'un rendez-vous manqué. Christophe Duchiron, Olivier Martinez. Nicolas Anelka est un fils de trappe et un enfant des cités qui a appris à jouer au football en banlieue sur le terrain des Merisiers, là même où cet après-midi les jeunes s'amusaient. À la Fédération française, Anelka venait d'en prendre pour son grade 18 matchs de suspension,
Une sanction au goût d'éternité. D'un côté, c'est lourd, mais c'est justifié parce qu'il n'avait pas à traiter l'entraîneur. Il n'avait pas à faire ça, c'est normal. C'est comme à l'école, une punition. Ils auraient dû alléger la sanction par rapport au palmarès d'Anelka quand même. Moi, en tant que footballeur, les insultes, c'est courant dans les vestiaires surtout. Ce que j'en pense, c'est que les premiers responsables, c'est Domenech, Escalette et compagnie, et que c'est eux qui doivent payer. La dernière fois que Nicolas Anelka a quitté les Bleus, c'était le 21 juin dernier, à un aéroport londonien. Sapé comme un chevalier de Jedi, il échappait aux journalistes et à son destin international, en cachette derrière ses lunettes et mutique. Talent précoce, avant-centre de caractère, têtu et forte tête, Anelka a collectionné les buts et les bras de fer avec certains de ses entraîneurs. Il a connu les plus grands clubs européens, Arsenal, Liverpool, le Real Madrid, et une série d'échecs et d'incompréhensions en équipe de France dès 1998 avec Jacquet, et puis Lemaire et Santini. L'année 2010 avec Domenech s'annonçait prometteuse, avant la Coupe du Monde. J'ai appris à le connaître, il a appris à me connaître, je pense. Et voilà, depuis qu'on se connaît, il n'y a pas eu rien, il n'y a jamais eu de clash ou quoi que ce soit. Non, ça se passe super bien. Au final, après 69 sélections en équipe de France, on reverra Nicolas Anelka avec les Bleus. Mais seulement avec les Bleus de Chelsea, son club de Londres. La saison vient de démarrer, il a été très bon. Dans le reste de l'actualité, un nouveau campement illégal de Rome a été démantelé ce matin à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Ses occupants, une quarantaine de personnes en tout, se sont semble-t-il éparpillés dans la nature après cette intervention policière. La 51e du genre, d'après les chiffres donnés aujourd'hui par Brice Hortefeux en visite à Toulon. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que 700 Roms seraient ainsi raccompagnés dans leur pays d'ici à la fin du mois, sachant qu'ils pourront, s'ils le souhaitent, revenir puisque la loi les y autorise. Combien la rentrée scolaire de votre enfant va-t-elle vous coûter? D'après les associations familiales, ce ne sera pas beaucoup plus cher que l'année dernière. Pour un élève de 6e, Famille de France estime que la facture s'élèvera à 175 €, un chiffre que nous avons voulu vérifier. Amira Souilem, Régis Maté. 175 € et 33 centimes, le budget de la rentrée selon une association familiale. Une liste de 6e à la main, rayon scolaire, nous voilà. 3 grands cahiers, 3,50 €. Un lot de petits cahiers, 1,80 €. Pour l'agenda, faisons confiance à une jeune spécialiste. Tu prendrais lequel, toi? Celui-là. Qu'est-ce qui te plaît? J'adore le rose, j'aime bien les paillettes. L'agenda, c'est 3,95 € de plus. Restent les feuilles, les copies doubles et les classeurs, le tout en gardant un œil sur les prix. Les cahiers sont chers. Il y a certains stylos aussi qui sont chers. Parce que ça sert d'acheter des stylos bas de gamme et en fin de compte pour acheter en milieu d'année. Donc autant mettre le prix d'un coup et voilà. Le prix, nous l'avons mis. Total pour la papeterie, 34,83 €. Passons maintenant aux choses sérieuses. Un sac à dos, ça se négocie. Il est petit pour toi. Tu passes en CM1. Je choisis le cartable que je voudrais et on regarde s'il est assez solide ou grand ou sinon on choisit un autre. Voilà, on essaye de se mettre d'accord. Ouais. Que chacun fasse un peu une concession. Pour moi, n'importe quel cartable fera l'affaire, hein, du moins que ma mère, elle est d'accord. Pour nous, ce sera plutôt celui-ci à 18,90 €, la calculatrice de grand, 12,90 €, et l'indispensable stylo plume que nous dénichons à moins de 2 €. Voilà qui est plutôt raisonnable. D'autres accompagnés d'enfants ont plus de mal à résister. Des fois je cède, elle a voulu des feutres qui sentent la fraise et tout ce qui s'ensuit, c'est plus cher, j'ai pris. Je cède, on prend selon nos moyens à peu près. Les fournitures, c'est le gros des dépenses. La facture s'élève désormais à 108,80 € et ce n'est pas fini. Il faut encore acheter la tenue de sport, 15,99 € ce petit jogging. La bonne affaire du jour, c'est tennis à 8,62 €. Une belle économie grâce à laquelle nous arrivons à un total de 148,87 €, 26 € de moins que le budget de départ. Conclusion, avec moins de 175 €, il est possible de s'équiper pour la rentrée, à condition de ne pas abuser des grandes marques. 11,5 milliards d'euros, c'est le coût pour l'État des incitations fiscales à l'épargne. Alors à l'heure où le gouvernement cherche à faire des économies, ces incitations pourraient bien être revues à la baisse, d'autant qu'un rapport révélé aujourd'hui estime que ces niches fiscales ne sont pas toujours efficaces pour l'économie. En ligne de mire notamment la fameuse assurance vie. Romain Messi, David Fossard. C'est un bas de laine considérable, 200 milliards d'euros, soit le montant total épargné par les Français. De l'argent qui dort grâce à des placements aussi divers que l'assurance vie, l'épargne sur livret, l'épargne salariale ou encore en actions.
Les Français en raffolent et pour cause, tous ces placements offrent des réductions d'impôts, autrement dit des niches fiscales. L'ennui vu de Bercy, c'est que ces niches ont coûté l'an dernier 11,5 milliards d'euros à l'État. À l'heure de la rigueur, un rapport propose donc de les raboter, moins de niches, mais plus efficaces. On arrive à peu près à une cinquantaine de niches fiscales sur l'épargne financière au sens large. Et bien entendu, l'État cherche deux choses. D'une part, à réduire le coût pour le budget, et puis également réorienter l'épargne vers des produits plus risqués comme les actions pour accroître les fonds propres des entreprises. Favoriser l'épargne vers les entreprises, car aujourd'hui, 15% des Français seulement possèdent des actions, échaudées par 2 années de crise. Les placements plus populaires, comme l'assurance vie, pourraient donc être les premières victimes du tour de vis à venir, car l'objectif du gouvernement n'a pas changé, économiser 6 milliards d'euros sur les niches fiscales en 2011. Et l'intérêt des produits d'épargne qui pourraient baisser, la bourse qui reste instable, en cette rentrée, la question se pose pour ceux qui ont des économies, mais où faut-il les placer? Élément de réponse avec Romain Boutilly et Bernie Mériot. Possible d'y échapper, vous le trouverez dans toutes les banques. 60 millions de Français en possèdent un. En tête des placements financiers, on trouve bien sûr le livret A. C'est un placement non bloqué, sans risque, mais aussi le moins rentable. Il vous rapporte 1,75% d'intérêt par an. Principal avantage fiscal, le capital investi est net d'impôts. J'ai un livret A parce que comme tout le monde, c'est une sécurité quelque part. Et sûr, sans impôts, c'est quand même très appréciable. C'est un truc de jeunesse, de l'arrière-grand-mère ou je ne sais pas. Et donc c'est passionnel plutôt qu'autre chose presque. Voilà. Autre épargne très prisée des Français, l'assurance vie. Un quart d'entre eux en possèdent une. C'est un placement bloqué pendant 8 ans, mais il rapporte plus, entre 5 et 10%. Avantage fiscal à l'heure actuelle, des déductions d'impôts sur les plus-values et les droits de succession. Bref, un produit sur mesure. Ça répond à énormément d'attentes, des attentes en termes de transmission, en termes de sécurité, en termes de retraite maintenant. Si vous avez le goût du risque, il y a aussi la bourse et les portefeuilles d'actions. Là encore, c'est un placement à long terme sur 6 ans. Avantage fiscal, pas d'impôt sur les plus-values. Quant au rendement, cela dépend des soubresauts de la bourse et mieux vaut être patient. Alors pour moi, c'est le marché action. Le marché action, pourquoi? Parce que sur le long terme, sur le très long terme, globalement, le marché action est de loin le meilleur des placements pour l'investisseur. Enfin, si vous en avez les moyens, vous pouvez toujours investir dans l'immobilier. Comme la bourse, c'est rentable sur le long terme. Pendant les 10 ans qui ont précédé la crise, les prix du marché avaient augmenté de 150%. Et en parlant d'économie, la Chine est officiellement devenue au deuxième trimestre la deuxième puissance du monde. En 30 ans, l'Empire du Milieu a donc retrouvé son statut de superpuissance mondiale, comme il y a 5 siècles, avec une recette qui est à la politique ce que le sucré salé est à la cuisine. C'est l'alliance entre le communisme et l'ultralibéralisme. La croissance est au rendez-vous des chiffres, mais pas forcément des hommes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Julien Dupéret et Alain Locassio. Une puissance jetée aux yeux du monde. Exposition universelle de Shanghai. Par sa démesure, le pavillon chinois supplante tous les autres. Une nouvelle démonstration de force après celle de Pékin en 2008 et les Jeux Olympiques aussi grandioses que réussis. Des images de puissance plus que symboliques. La Chine est aujourd'hui le deuxième pays le plus riche au monde et dépasse pour la première fois son voisin japonais. Une place acquise à marche forcée grâce à une croissance phénoménale et aux millions de travailleurs chinois disponibles. Lorsqu'on est capable de faire venir 150 à 200 millions de populations migrants, donc de régions à l'intérieur de la Chine, pour animer en permanence ce réservoir de main-d'œuvre et de production, aucun autre pays de la planète n'est capable de le faire. Fin des années 70, le régime communiste s'ouvre à l'économie de marché. En 30 ans, la Chine devient l'atelier du monde. Premier exportateur mondial, premier marché de l'automobile ou encore premier producteur d'acier. Polo, golf, luxe, des industriels chinois font fortune par milliers. Comme cet homme, passé de Mao au capitalisme triomphant. À l'époque, j'habitais la campagne. On avait des tickets de rationnement pour manger, s'habiller, on n'avait pas grand-chose. Beaucoup de gens mouraient de faim. Ces dernières années, la Chine gagne des parts de marché partout, y compris dans la haute technologie. Nos équipements sont importés des États-Unis et depuis que nous les avons installés, nous travaillons pour améliorer ces technologies et adapter. Voilà pour le palmarès, mais il y a aussi l'autre Chine,
celles qui craquent. Ces femmes pleurent leur mort. 10 suicides dans cette usine depuis le début de l'année. Cadence effrénée, petit salaire. Pour elles, leurs époux se sont tués à la tâche. Nouveauté, désormais les Chinois aussi font grève. Le danger, c'est effectivement d'avoir des mouvements de plus en plus critiques vis-à-vis du pouvoir. Et pour cela, il faut absolument que la croissance chinoise perdure, mais aussi qu'elle soit distribuée d'une manière plus égalitaire. Car en moyenne, en Chine, la richesse par habitant n'est que de 3 600 $ par an. C'est 10 fois moins qu'au Japon. Aujourd'hui, les Chinois n'ont pas encore atteint leur grand rêve, dépasser le leader de l'économie mondiale, les États-Unis. Et justement, la Chine, deuxième puissance économique derrière les États-Unis, c'est tout de même incontestablement une victoire pour le Parti communiste chinois. Sama Soula, vous êtes notre correspondante à Pékin. Comment les autorités ont-elles commenté cette annonce ? Alors bien sûr, les autorités chinoises se félicitent de ce rang de numéro 2 sur le podium mondial. Pour autant, elles ont le triomphe modeste. Elles reconnaissent que si la Chine est numéro 2 en termes de production de richesse, la marche reste longue pour sortir des dizaines de millions de Chinois de la pauvreté. La presse officielle n'a d'ailleurs pas omis de rappeler ce rang du PIB par habitant, 105e mondial. Alors cette modestie inhabituelle n'est pas sans arrière-pensée. La Chine ne souhaite pas que ce nouveau rang, que cette place lui confère des obligations et des responsabilités internationales qui n'arrangeraient pas ses affaires, à commencer par la réévaluation du yuan que lui réclament les États-Unis. Triomphe modeste donc, mais cela n'empêche pas le quotidien du peuple de prévoir que d'ici 15 à 25 ans, la Chine sera numéro 1 sur le podium en détrônant les États-Unis. Merci Sama Soula en direct de Pékin. Alors justement, pour illustrer ce propos d'une croissance économique pas toujours bien maîtrisée, on va revenir maintenant sur la catastrophe qui frappe le nord-ouest du pays. Le dernier bilan est de 1800 morts. On a beaucoup parlé de catastrophe naturelle, mais le terme est-il vraiment approprié? Reportage Sama Soula, Sylvain Guillaume. Perché dans ces montagnes isolées du Gansu, Sanyan, un des villages engloutis par la boue. Les villageois creusent à la recherche de leurs proches. Bien peu se posent cette question. Pourquoi les a-t-on laissés construire sur le lit de la rivière? Officiellement, c'est interdit, mais les autorités locales ont fermé les yeux. Priorité au développement. C'est à partir des années 80 et 90, avec l'ouverture et la réforme économique du pays, que la vie des paysans s'est améliorée. Et ils se sont mis à construire des maisons ici. Habitation, exploitation minière, infrastructures ont donc poussé dans la vallée. Les responsables locaux sont récompensés quand ils optimisent la croissance. Pour le vieux du village, la catastrophe n'était pas si naturelle que ça. Malgré ses 76 ans, il gravite avec nous des kilomètres pour nous montrer ce qu'il reste des 10 barrages, tous se situés en amont du village. Aucun n'a tenu. Quand l'eau est arrivée, tous les barrages ont cédé, ils n'ont servi à rien. Et si on regarde, on trouve très peu de béton dans leur construction. Il n'y a que des pierres et du sable. Si je tape avec ma canne, il s'effrite. À la colère s'ajoute le désarroi. L'homme croise l'épouse du gardien d'un barrage. Son mari a sans doute été une des premières victimes. Plus haut, le vieil homme raconte que dans son enfance, il y avait ici une forêt. Elle a disparu. Le bois a été exploité pour les énormes besoins des constructions. Le prix du miracle chinois s'avère parfois bien trop élevé pour l'environnement et pour les hommes. Les crises séparent le vieux du neuf, disait un éminent politologue, et c'est ainsi que la dernière a mis en valeur cette année l'étonnante vitalité chinoise et en même temps qu'elle a révélé la faiblesse d'une vieille Europe. Symbole de ce tournant, l'Irlande est redevenue, comme il y a un siècle et demi, une terre d'émigration. 60 000 jeunes âgés de 18 à 26 ans ont fui le pays l'an dernier, tout simplement pour trouver du travail. Jacques Cardoz, Stéphane Guimau. Alignées les unes à côté des autres, ces grosses maisons familiales sont neuves, mais vides. Personne pour y habiter. Des résidences fantômes comme il en existe des centaines en Irlande. Ici, les panneaux à vendre s'accumulent. Faute de clients, certains promoteurs ont dû abandonner des programmes en cours.
L'Irlande a tout misé sur l'immobilier. On a fini par en être complètement dépendant en ce qui concerne l'emploi. Il y avait beaucoup trop de gens dans le bâtiment. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Dans ce pays, le chômage a bondi. Et lorsqu'arrive une offre d'emploi, voilà ce que cela donne. Dans cette file d'attente interminable des employés qualifiés. Pourtant, les postes à pourvoir ne sont rémunérés que 12 € de l'heure pour 20 heures de travail par semaine. Vous avez vu tout ce monde? Oui, c'est vraiment très dur en ce moment. Fait nouveau, la crise économique pousse les Irlandais à l'exode, comme par le passé. Au 19e siècle et jusque dans les années 60, les Irlandais quittèrent leur pays pour peupler l'Angleterre et les États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'Australie qui fait rêver. Liz O'Hagan a monté une agence de visa. Elle fait face à des cas désespérés. Les gens qui viennent me voir me disent « Je n'ai pas le choix, je dois partir. J'ai 2, 3, 4 enfants, je dois mettre du pain sur la table, garder un toit au-dessus de la tête. Je ne peux plus avoir ça en Irlande. L'Australie m'ouvre les bras, il y a du travail là-bas, alors je vais émigrer. » La famille Smith en rêve déjà. Une fois vendue la maison irlandaise, ils pourront réinvestir aux antipodes. Les parents ont déjà repéré les lieux. Seamus est persuadé que pour ses enfants, il n'y a pas meilleur avenir. Partir en Australie, c'est une très bonne idée et probablement encore meilleure pour les enfants parce que l'héritage que leur laisse l'Irlande et que nous leur transmettrons va être dur à supporter. Malheureusement, si on reste, ce sont nos enfants qui vont payer les pots cassés de la crise. Pour l'Irlande, tout est allé trop vite. La croissance comme la dégringolade. Et malgré les signes fragiles de reprise, quitter l'île verte est devenu dans certains cas une obligation, en particulier pour les plus qualifiés. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'année. À Bagdad, un attentat suicide contre un bâtiment de l'armée irakienne a fait 60 morts aujourd'hui, en majorité de jeunes candidats qui s'étaient rassemblés devant un centre de recrutement. Et puis ce rappel quotidien, cela fait aujourd'hui 231 jours que nos confrères et amis Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière sont retenus en otage avec leurs accompagnateurs en Afghanistan. Il est 20h20, restez avec nous à suivre dans ce journal la photo choc qui en dit long sur la perte des repères chez certains soldats de l'armée israélienne. En France, nous ferons aussi le point sur la pénurie de logements étudiants pour cette rentrée. Et puis nous reviendrons sur l'incroyable succès des chorégraphies éphémères, les fameuses flash mobs organisées via Internet. Mais d'abord, ces photos qui dérangent et en premier lieu au sein même de la société israélienne. Une soldate de Tsahal a publié sur son profil Facebook des clichés sur mes meilleurs moments dans l'armée. Je cite, on la voit tous sourire devant des prisonniers entravés. Pour elle, il n'y avait rien de choquant et c'est peut-être bien là le cœur du problème. Correspondant Charles Anderlin. Cette soldate s'appelle Eden Abergil. Elle pose devant des prisonniers palestiniens menottés, les yeux bandés. Démobilisée il y a 1 an après son service militaire, elle a inséré fièrement les photos sur sa page Facebook. Ces clichés qui font scandale ont été pris à un barrage près de Gaza en 2008. Dès leur diffusion, l'armée a publié un communiqué la condamnant. C'est une violation grave de notre code éthique. Et si cette soldate avait été en service actif aujourd'hui, elle serait traduite en cour martiale. Une réaction qui ne plaît pas à Eden Abergil, interviewée ici sur une chaîne israélienne. Je suis très déçu par l'armée. Je ne m'attendais pas à une réaction si dégoûtante. Cela montre que l'armée ne soutient pas ses soldats, même s'ils font une petite erreur. Je regrette d'avoir fait mon service militaire. Si c'est une erreur, revenons 3 ans en arrière. Auriez-vous fait la même chose ? J'aurais pris des photos, mais sans les mettre sur Facebook. Tout le monde me compare à la soldate américaine d'Abu Ghraib en Irak, mais regardez la différence. Moi, je n'ai pas infligé de mauvais traitements aux prisonniers. Pour les organisations de gauche, ce n'est pas un cas isolé. Des photos encore plus dures ont circulé ces dernières années, diffusées par le mouvement des soldats contre le silence. Les Palestiniens ne sont pas considérés comme des êtres humains. Ils peuvent être menottés, les yeux bandés et photographiés. C'est la réalité quotidienne de l'occupation. Pour l'heure, l'armée israélienne a rappelé à tous les militaires qu'ils ne doivent rien diffuser sur Internet. Si vous êtes étudiant, si vous avez des enfants inscrits pour la rentrée à l'université, vous le savez, le casse-tête du moment, c'est de trouver un logement. Sauf à avoir le portefeuille bien rempli, la quête confine au Graal. Les chiffres sont sans appel. Marie Morin, Mathieu Nivendowski. Une chambre et un séjour. C'est une annonce pour un 2 pièces, 25 mètres carrés. À notre arrivée, une dizaine de personnes attendent déjà sur le trottoir. Nous nous glissons parmi elles avec une caméra cachée. Visite. Bonjour.
Après, ce qui reste, donc c'est le canapé, la table de chaise. Pour un étudiant, le loyer est élevé, 800 € par mois. Et en plus, il faut passer l'épreuve du dossier. Mieux vaut avoir un bon garant. Il faut pièce d'identité de la caution, les bulletins de salaire, avis d'imposition, un RIB, éventuellement une facture EDF pour justifier le domicile et taxes foncières si vos parents sont propriétaires, ce qui rassure encore plus pour le dossier. La propriétaire a déjà 2 dossiers sérieux. L'appartement sera loué dès ce soir. Parmi les visiteurs ce jour-là, certains cherchent depuis plusieurs mois. À 15 jours de la rentrée, il y a urgence. Là par exemple, on était une quinzaine de personnes et c'est à la chaîne, on est tous en bas à la queue et on se croirait à l'entrée d'un manège. Voilà, chacun son tour fait son petit tour et après on est reparti et on espère qu'on nous rappellera. Ici en fait c'est comme un entretien, on doit déposer nos dossiers et attendre d'avoir les réponses. Le problème c'est que la France manque de logements étudiants. En 1960, il y avait 200 000 étudiants, 2 fois plus que de chambres disponibles. Aujourd'hui, ils sont plus de 2 millions et le nombre de places a à peine progressé. Exemple, à Bordeaux, les cités universitaires sont pleines à craquer. Ici, 2000 étudiants sont sur liste d'attente. Notre parc, il est théoriquement complet, sauf qu'il y a énormément de désistements qui se font parce que l'étudiant ne répond pas, ça ne lui convient pas, et c'est ensuite que là, on continue à piocher dans la liste d'attente. Aujourd'hui, un étudiant consacre en moyenne 50% de ses ressources à son logement. C'est un phénomène que les étudiants apprécient beaucoup, justement. On va parler maintenant des flash mobs ou mobilisation éclair en bon français. Les appels sont lancés sur Internet. Il s'agit de se retrouver dans un endroit public pour une chorégraphie éphémère, spontanément, gratuitement. Mais comme tout ce qui est gratuit intrigue toujours les publicitaires, ils n'ont pas mis longtemps à investir la sphère. Antoine Gaveau, Lorraine Christophe-Laure. C'était le 31 juillet dernier, pendant les fêtes de Bayonne. 2000 personnes réunies quelques minutes pour danser sur la même chorégraphie. Un flash mob en anglais, le plus grand jamais réalisé en France. Mais un flash mob, c'est quoi exactement? La définition, une mobilisation éclair d'un groupe de personnes dans un lieu public pour y effectuer une action particulière et souvent, rajoutons-le, complètement loufoque. Après, la vidéo est mise sur Internet. Par exemple, une bataille de polochons place du Capitole à Toulouse, des badauds qui se transforment en statues à la gare de New York ou qui dansent à celle de Londres. L'idée est née en 2003, depuis, les flash mobs sont devenus un phénomène. Dans les flash mobs, des centaines d'artistes anonymes et éphémères. Au départ, le défi est lancé sur Internet. Après, on apprend, on répète même des fois. Tout le monde est convié et apparemment tout le monde est content. C'est très convivial, le fait de se retrouver, tout âge confondu. Ça fait plaisir de voir les gens tous bien ensemble là. Mais ça donne des frissons, c'est tellement joli que voilà. Tellement joli d'ailleurs que les entreprises ont senti le filon. Cette agence de communication a eu l'idée de créer des flash mobs pour faire de la pub. C'est une OP le 25 septembre 2009 qui a réuni 3000 personnes sur l'esplanade de la Défense. Dans les airs, 1000 avions en papier sont lâchés. Parmi eux, 30 billets gratuits pour la destination de son choix. La vidéo sera vue sur Internet des dizaines de milliers de fois. Un très bon coup marketing. C'est effectivement un cadre sympathique et puis un regroupement qui va faire que la marque existe au milieu de milliers de personnes. Donc ça, c'est valorisant. Des personnes qui sourient, qui sont contentes d'être là. Il reste l'idée. Il faut avoir une idée qui donne du sens à tout ça. Le sourire suffit pas, quoi. Autre idée, autre exemple, un matin dans ce magasin de sport, les employés font une surprise aux clients. La vidéo sera consultée plus de 380 000 fois. Un bémol tout de même, les flash mobs peuvent parfois dégénérer. En novembre dernier, une entreprise proposait à Paris une distribution d'argent, 7000 personnes, des organisateurs dépassés et une opération annulée. La manifestation avait alors tourné à l'émeute. Cinéma avec le prochain film d'Alain Corneau qui sort demain sur les écrans. Crime d'amour, c'est son titre. Nous parle d'un sujet que l'on traite souvent dans nos journaux, le harcèlement moral au travail, mais poussé à l'extrême. Pascal Deschamps, Jean-Marie Lequertier. Allô Philippe? Eh non, c'est pas Philippe, c'est moi. Celle qui entre dans la cervelle des gens pour les détruire. Joli ça, non? Pauvre Isabelle. Il voudrait tant qu'on l'aime.
Le lieu, les bureaux aseptisés d'une multinationale à la Défense. Les personnages, 2 femmes, une jeune cadre et sa supérieure hiérarchique. L'action, un affrontement pour le pouvoir doublé d'un jeu trouble de domination et de séduction. Je vous ai regardé, j'ai appris, j'ai fait comme vous. You are the perfect woman. Vous n'avez rien appris, vous n'avez rien compris, vous avez tout gâché. On fait peur, son trip c'est de rentrer dans la cervelle des autres et de les détruire. Comme je voulais faire une sorte de thriller ou de suspense où il n'y avait pas d'armes à feu, pas de poursuite de voiture, etc., il m'a semblé que l'affrontement de 2 femmes comme ça, qui sont des identités très fortes, qui sont à la tête d'entreprises très importantes, pouvait être tout aussi spectaculaire dans le sens du suspense. Voilà. C'est pour rire, Isabelle. Machiavélisme ambigu d'un côté, Je vous aime, moi, Isabelle. fausse innocence de l'autre, crime d'amour ou quand l'humiliation et la manipulation peuvent conduire au meurtre. Cette Isabelle qui commence le film comme une jeune oie blanche qui se fait complètement manipuler et qui tombe dans une relation très très malsaine avec sa supérieure hiérarchique, finit par prendre le dessus d'une manière assez rocambolesque et finira par épater le public avec ses airs de femme fatale. Vous n'arrivez pas à me dire « je vous aime ». Ce couteau. En dire plus serait d'effleurer les dessous de ce thriller à la mécanique criminelle implacable, dans lequel le spectateur se laisse lui aussi délicieusement manipuler. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. La sentence est tombée pour les 5 frondeurs d'Afrique du Sud appelés devant la commission de discipline de la Fédération française de football. 18 matchs de suspension pour Nicolas Anelka, autant dire la fin de sa carrière chez les Bleus. 5 matchs pour Evra, 3 pour Ribéry, 1 pour Toulalan. Abidal est passé au travers des mailles du filet, mais selon l'Union nationale des footballeurs professionnels, ce soir, je cite, elle parle d'un véritable massacre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Tania Young, suivi de votre film L'école pour tous. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec Nathanaël de Rinxin. Et pour ma part, je vous retrouverai une dernière fois à 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.